Nous sommes de retour en direct dans cette édition du 6 février 2025 du Live de TV Finance, votre émission quotidienne qui décrypte et analyse l'actualité et qui tente d'en comprendre l'impact sur les marchés financiers. Et il est désormais l'heure de retrouver pour notre page Éco Charles Sana. Bonjour Charles. Bonjour. Merci Bonjour Charles. Merci Charles d'être avec nous ce matin. Vous êtes économiste, éditorialiste, vous pilotez le site internet insolentiae.com avec nous régulièrement pour commenter l'actualité. L'actualité, Charles, c'est évidemment Donald Trump, puisque de Panama à Gaza, en passant par le Groenland et le Canada, la stratégie de communication du nouveau président américain déroute, voire anesthésie tout le monde. Charles, est-ce qu'on peut dire, comment peut-on qualifier Donald Trump? Est-ce qu'on peut le qualifier de génie ou de simple provocateur? Alors, pour répondre à cette question, faut sortir des anathèmes, faut sortir des insultes. Ça, c'est très courant, on en entend partout. Le problème, c'est que insulter Donald Trump, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, ça constitue pas une analyse. Et à partir du moment où on n'a pas d'analyse, on ne peut pas constituer une stratégie et une riposte, si nécessaire, concertée, cohérente et intelligente. Donc il faut d'abord comprendre ce qu'il se passe. Et il se passe des choses. Le programme de Donald Trump, c'est MAGA, Make America Great Again. Ça, tout le monde l'a entendu, tout le monde l'a retenu, tout le monde l'a compris. Ce que personne n'a compris, c'est que ça allait commencer par Make America Great Again géographiquement. D'accord ? Canada, Panama, Groenland, mais c'est pas un Gaza. Antinomique du coup, parce que ce sont des velléités expansionnistes et ça met de côté le Make America Great Again. On agrandit géographiquement son espace d'influence. Make America Great Again, c'est l'affaire également plus grande économiquement. Donc là, on a géographiquement, c'est un accès aux ressources et aux matières premières. Économiquement, ça va se passer à travers, par exemple, le basculement majeur d'une fiscalité qui qui aujourd'hui pèse sur les personnes et sur les sociétés, vers une fiscalité qui va peser sur les biens via des droits de douane. D'accord ? Bon, c'est un basculement fiscal absolument majeur. Donc là, il y a un vrai changement économique pour pouvoir permettre une relocalisation, une réindustrialisation qui va s'appuyer sur un agrandissement géographique pour avoir accès à une profondeur de ressources, pour pouvoir redevenir une puissance industrielle capable de concurrencer la Chine, parce que c'est bien de ça dont on parle. Et puis pour Make America Great Again, il faut aussi avoir une population qui soit en meilleure forme, en meilleure santé, physiquement et psychologiquement. Alors psychologiquement, c'est l'attaque claire, nette et précise sur le wokisme. D'accord ? Donc un garçon est un garçon, une femme est une femme. Alors ça plaît pas, c'est pas le sujet. D'accord ? C'est ce qui est en train de se passer. Donc moi je vous dis pas c'est bien, c'est mal. Je vous analyse ce qui est en train de se passer. Et Donald Trump et un certain nombre de gens derrière lui considèrent que pour faire peur au Spetsnaz russe ou à l'armée populaire de Chine, bon, il faut avoir des gens qui ne se prennent pas pour des licornes à tête bleue. Donc voilà, ce sont, si vous voulez, il y a un vrai sujet là-dessus. Il y a également un vrai sujet porté par Kennedy sur Make America Healthy Again. Donc là, c'est la santé, pas psychologique, mais la santé physiologique. Où, pareil, pour faire peur aux Spetsnaz russes ou aux troupes d'élite de Xi Jinping, il vaut mieux avoir une armée qui ne soit pas obèse et qui arrive à passer dans les coursives d'un porte-avions, d'un sous-marin, etc. Donc, il y a une vraie stratégie coordonnée, conceptualisée, pensée, pour faire quoi ? Pour assurer une domination et un leadership américain. Et cette domination et ce leadership américain, faut pas se leurrer, il va pas venir renforcer les intérêts européens. Du coup, par la force des choses, c'est la question évidemment qui suit ce que vous dites. La transition est toute trouvée. L'Europe doit-elle se sentir menacée ? Avec très clairement. Très clairement. C'est-à-dire que, alors, l'Union européenne, sous la forme que nous avons vu se développer ces 30 dernières années, enfin 20 dernières années, 25 dernières années, avec la mise en place de l'euro, puis l'intégration et les élargissements progressifs. L'Union européenne telle qu'elle est conçue, elle est très clairement un obstacle à la toute-puissance américaine.
il n'est pas exclu que Donald Trump veuille la détruire. Et pourquoi l'Europe? Parce que la taille du marché est considérable? Parce que 480 millions d'habitants, parce que donc c'est aujourd'hui le plus gros marché solvable, c'est le plus gros marché solvable devant la Chine. Hein, bon. C'est également un contre-pouvoir monétaire avec potentiel avec l'euro, qui est quand même la deuxième réserve devise de réserve mondiale, loin derrière le dollar, très loin derrière le dollar. Mais bon, s'il y en avait une qui pourrait rivaliser, ça serait potentiellement l'euro. Une capacité potentielle de réaction commune avec l'Union européenne, hein, donc de ce bloc-là. Et puis également un autre sujet qui est pas assez abordé. Ce qu'il se passe aujourd'hui est un pilonnage en règle des institutions et des structures mondialistes. D'accord? Donc vous avez aujourd'hui aux États-Unis, pareil, ça plaît pas, mais il faut l'analyser, il faut le dire. Vous avez un pouvoir souverainiste qui a décidé d'être souverain. Et d'ailleurs, à quoi assiste-t-on? On assiste à des décrets. Vous avez vu, tout d'un coup, le retour de la décision dans la sphère politique. C'est quelque chose d'incroyable. Nous, on écoute nos hommes politiques, c'est l'impuissance incarnée. On peut pas, c'est pas possible, c'est compliqué. L'impuissance politique, c'est ça que vous dites d'une certaine façon en Europe. Chez nous, c'est l'impuissance politique. Et Donald Trump incarne la puissance politique et la capacité à décider. Or, diriger, c'est décider. Et donc, quand on ne décide rien, on ne dirige rien. C'est ce qui nous arrive. Pourtant, Charles, beaucoup d'observateurs disent que ces 44 décrets qu'il a signés quelques minutes après avoir été nommé, intronisé président des États-Unis, pour certains sont anticonstitutionnels. Du coup, par la force des choses, est-ce qu'on peut pas... Alors, vous dites que c'est de la décision politique, du pouvoir politique, de la puissance politique, mais ça reste encore, pour certains, un peu démagogique, quand même. Ah mais chacun pense ce qu'il veut. Moi, je suis pas là pour dire Donald Trump, ce qu'il fait, c'est bien ou c'est pas bien. Hein, attention. Hein, c'est juste de l'analyse. Effectivement, c'est replacer la Chine, les États-Unis au centre d'un point de vue analytique. Vous assistez à un retour de la décision et donc à un retour de la puissance politique et de la décision politique. Savoir si telle ou telle décision est constitutionnelle, pas constitutionnelle, c'est pas mon propos en fait. Hein. C'est donc il y a plein de décisions qui seront constitutionnelles, d'autres qui le seront pas. Vous aurez des combats juridiques, etc. Bien sûr. Et puis en face, vous avez évidemment des forces de rappel mondialistes. Les démocrates n'ont pas disparu complètement du champ politique. Ils ont un genou à terre, mais ils n'ont pas disparu. Vous avez un certain nombre de structures globalistes qui n'ont pas disparu. Enfin bon, voilà. Donc tout ça, vous allez avoir une lutte qui va se poursuivre, et cette lutte, elle va être acharnée, et avec un objectif pour Donald Trump. Si on tire un peu la pelote, on peut voir deux cibles sur lesquelles il va y avoir des changements, des choses qui vont se passer. C'est l'OTAN, d'accord, la place de l'OTAN, et c'est la place de l'Union européenne. Donc, on a déjà vu que pour l'Union européenne, Donald Trump refusait de discuter avec l'Union européenne. Hein, donc, pas du sur la vote von der Leyen, pas de discussion avec la Commission européenne, et des discussions bilatérales avec les chefs d'État. Avec chacun des États vers les États-nations. En fait, exactement. Donc, c'est vraiment une volonté de faire exploser l'Union européenne. Et si on explose l'Union européenne, le risque qui vient derrière, c'est l'euro. Donc, qu'est-ce qui, nous, Européens, va nous concerner directement? L'OTAN, l'Union européenne, l'euro. Donc ça, ce sont les prochains sujets qu'il va falloir surveiller avec attention, parce qu'ils font très clairement partie de cette stratégie de l'administration Trump, hein, plus que Donald Trump. Regardez ce qui s'est passé avec Zuckerberg, les GAFA, etc. Attention, hein, le mouvement concerne une très grande partie de l'establishment américain. Donald Trump n'est pas un homme isolé. C'est très important, ça aussi, d'un point de vue analytique, de le dire. On n'aime pas, c'est une chose, mais il n'est pas isolé. Il y a toute une administration derrière, il y a des milliardaires, il y a un pouvoir financier, il y a un pouvoir économique qui embraye derrière, parce que la mondialisation telle qu'elle a évolué dans le temps, où les globalistes espéraient par exemple que la Chine ouvre
son système financier, laisse le système financier dominé par la finance anglo-saxonne rentrer en Chine, par exemple, ça n'a jamais été autorisé. Donc les règles de la mondialisation ne conviennent plus aux Américains. Et que font les Américains quand ça ne va pas? Ils les changent. Mais alors, les Américains, je vous en prie, ne sont pas les seuls à qui ne conviennent plus ces règles de la mondialisation. Les BRICS, notamment, se sont en train de s'organiser pour justement lutter contre. Je vous écoute, Charles, et me vient une question. Est-ce que l'Europe n'aurait pas tout intérêt, finalement, à se rapprocher des BRICS? Vous imaginez la rupture géopolitique que vous évoquez? Un paradigme de dingue. Mais on serait dans un monde, clairement, on oublierait, on ne serait plus dans un monde post-Seconde Guerre mondiale. On serait dans une nouvelle dynamique. Vous vous rendez compte de l'implication de ce que vous êtes en train de dire à un moment donné où Poutine est un méchant, où on ne doit pas parler à Poutine. Vous êtes en train de m'expliquer qu'il faudrait se rapprocher des BRICS. Donc, indirectement, Poutine et la Russie étant le gros R du BRICS, de la Russie. Non, de la Chine, moi c'est plutôt de la Chine. Non, mais si vous vous rapprochez de la Chine, vous vous rapprochez de la Russie. Tout comme l'Europe a été le vassal des États-Unis, la Russie est le vassal de la Chine. Je suis pas dans le jugement. Vraiment, je suis pas dans le jugement. Je suis d'un point de vue analytique. Moi, je fais partie de ceux qui, depuis le départ, disent que la guerre en Ukraine est une ânerie. D'accord? Et que, de toute manière, il faudra bien finir par parler avec Poutine. Vous avez raison, Charles. Effectivement, je dois préciser ma question. En fait, en réalité, pourquoi? Alors, en fait, tout ceci est une réflexion qui vient, vous savez, les BRICS ont élargi le nombre de leurs membres récemment. Et l'idée, en fait, que beaucoup d'observateurs, d'analystes politiques commencent à émettre, c'est de dire que ces nouveaux arrivants, pourquoi se mettraient-ils justement sous le joug la domination de la Russie et de la Chine et nous qui sommes en train de nous poser la question de savoir si on doit rester sous le joug des Américains, est-ce que nous ne devrions pas justement tenter d'être un peu plus indépendants? Est-ce qu'on n'aurait pas intérêt à créer une nouvelle dynamique avec ces nouveaux ententes BRICS et l'Europe, justement? Et la question, elle est fondamentale d'un point de vue historique, et pas qu'aujourd'hui. C'est-à-dire, là, vous la remettez au cœur de l'actualité, et vous avez raison, parce que c'est une question essentielle, fondamentale. Alors, si on fait un petit peu d'histoire, c'est le général de Gaulle, c'est la position de non-alignement de la France, c'est la conférence de Bandung avec le non-alignement, et donc les BRICS, ce sont les petits-enfants des pays non-alignés, entre États-Unis et Russie. Donc, ce que vous dites est extrêmement juste. Est-ce que c'est souhaitable? Mais évidemment que c'est souhaitable, mais ça s'appelle quoi, ça? Ça s'appelle la souveraineté. Et donc, oui, mais ça s'appelle la souveraineté. C'est-à-dire que si vous voulez ne pas être aligné, vous devez être souverain. Mais attention à ça. Ça a des vraies implications intellectuelles, géopolitiques, politiques. Est-ce que vous voulez dire, là vous faites référence à l'Europe, en fait, je fais une entité souverainiste. Je fais référence à l'Europe. Aujourd'hui, l'Union européenne telle qu'elle est conçue est évidemment une entité globaliste, mondialiste, qui ne peut pas s'empêcher de faire du libre-échange. C'est dans son ADN. Et regardez ce qui vient de se passer avec le Mercosur. On est en train de... Mercosur qui a été signé récemment, enfin, c'est-à-dire qu'on a renforcé d'une certaine façon. On a renforcé encore au détriment des agriculteurs du libre-échange. Du libre-échange. Des agriculteurs français. Donc on ouvre encore le marché européen encore plus. Donc, mais est-ce pas le moment d'être plus fort économiquement, justement? Non, mais vous n'êtes pas plus fort en ouvrant votre marché et en délocalisant. Aujourd'hui, Volkswagen envoie la production de la Golf, la Golf, d'accord? Voiture, c'est-à-dire mythique, voiture mythique, moyenne gamme, grande production. Elle arrête la production en Europe pour délocaliser la production au Mexique. Il arrive un moment, on va fermer les exploitations françaises, allemandes, etc., pour importer des matières agricoles d'Amérique du Sud, avec le Mercosur. On a ouvert complètement le marché. C'est un deal, c'est le deal. Effectivement, on récupère... Non, mais ils achètent des voitures... Non, mais c'est pas... vache contre voiture. Non, mais c'est pas vrai, parce qu'ils achètent... Non, c'est pas vrai. En fait, c'est un peu plus complexe que ça. D'abord, ils achètent des voitures chinoises, parce qu'elles sont beaucoup moins chères. Et ensuite, la raison pour laquelle on délocalise comme ça, c'est pour délocaliser nos pollutions. D'accord ? Donc, ce n'est pas pour faire de l'économie. On sait très bien, et l'Union européenne n'est pas stupide, elle sait très bien qu'elle détruit des filières entières, filières agricoles, filières automobiles, etc. Et c'est une destruction orchestrée, programmée, réfléchie, pensée. Et pourquoi? Pour la sauvegarde de l'environnement. Donc en réalité, quand on délocalise nos productions, nous délocalisons surtout avec les pollutions qui les accompagnent. Et donc nous ne tiendrons jamais nos engagements climatiques si nous ne délocalisons pas nos pollutions. Donc en fait,
On continue à polluer, mais ça ne se voit pas et c'est ailleurs. Et attention, c'est très intéressant. On va reboucler avec Donald Trump, qui sort des accords de Paris, et des accords sur le climat. Oh, quel vilain Trump, qu'est-ce qu'il est méchant, anticlimatique, climato-sceptique, blablabla, et on l'insulte, et en veux-tu, en voilà. Encore une fois, sortons des anathèmes, analysons. Pourquoi sort-il des accords de Paris? Parce que si on veut réindustrialiser et faire Make America Great Again, économiquement, industriellement parlant, vous êtes obligé de repolluer, de ressortir de l'énergie, de remettre des usines. Les usines, c'est dégueulasse, ça pollue. Il y a des cheminées, ça fait de la fumée. Il y a de l'énergie à consommer, etc., etc. Donc, vous ne pouvez pas vous industrialiser et respecter les accords du climat. Et c'est exactement ce qui arrive à l'Europe. C'est exactement ce qui arrive à l'Europe. Des niveaux de croissance qui sont très intéressants, les États-Unis. Pour respecter les accords climatiques que nous mettons en premier, nous sommes obligés d'éteindre des filières industrielles c'est malheureusement ou agricoles. Ouais, voilà, non mais il faut le dire comme ça aux gens. Il faut qu'ils comprennent ce que ça veut dire et ce que ça implique. Voilà. Donc c'est bien de sauver les petits oiseaux, la planète, la terre-mère, Gaïa, etc. Mais à un moment donné, ça a des conséquences économiques sur la vie directe des gens. Là, vous avez une rupture. Et moi, je ne nie rien. Encore une fois, je ne suis pas en train de vous dire c'est bien, c'est mal, vive le climat ou pas vive le climat. Je veux dire, en revanche, quand on dit vive les petits oiseaux, ça a très clairement des conséquences sur l'emploi, sur l'industrie, sur la balance des paiements, sur la monnaie, sur l'inflation et sur notre dépendance. Parce que nous l'avons tous vu. La question est la grande problématique de l'humain. Est-ce qu'on raisonne à court, moyen ou long terme? Est-ce qu'on pense à nous, aux futures générations? Non, mais c'est pas que. Non, mais c'est pas que ça. C'est un peu ça, la transition. C'est un peu le thème de cette interview, Charles. C'est la transition, le changement de paradigme, les réactions, la révolution. Est-ce que l'on tend vers un... Enfin, comment faire, en fait, en réalité? Est-ce qu'on reste dans des schémas un peu conservateurs et auquel cas, effectivement, ça va être dur de répondre à un changement de paradigme? Ou est-ce qu'on s'autorise un peu de nouveautés? Alors, certes, la nouveauté, elle se finance. On pourrait aussi parler de la question du financement de cette transition. Vous dites que l'Europe, dans l'état qu'elle est, c'est-à-dire une Europe à plusieurs, n'est pas forcément la mieux armée pour pouvoir se développer, contrer l'hégémonisme, le feu de renouveau hégémonique américain. Mais ceci étant, on est quand même pour se financer. Mario Draghi a parlé d'un plan de 800 milliards d'investissements supplémentaires. On ne les trouvera pas juste dans les poches des Français, ces 800 milliards supplémentaires. Non, mais on ne les trouvera pas. Et puis, c'est pourquoi faire. Encore une fois, c'est-à-dire que l'action publique, donc vous avez le nouveau ministre de l'énergie aux États-Unis qui a déclaré que les politiques climatiques avaient permis, avec 2000 milliards de dollars, 2000 milliards de dollars dépensés aux États-Unis, de baisser les émissions, de baisser la consommation d'énergie fossile de 2%. Ce qui est globalement, c'est de ça dont on parle en Europe aussi, on va être entre 2 et 5%. Mais enfin, on est dans ce genre d'ordre de grandeur pour des milliers de milliards dépensés de l'autre côté. Donc aujourd'hui, l'efficacité de ces politiques climatiques, elle n'est pas moyenne, elle est désastreusement nulle. Et donc ça doit être dit, ça doit être dit. C'est-à-dire que moi je suis pas contre sauver les petits oiseaux, la planète, etc. Je veux dire, moi j'ai des enfants, j'ai pas envie qu'ils vivent dans... Voilà, je suis comme tout le monde. Donc je suis pas idéologiquement opposé à sauver la planète, je suis pour sauver la planète. Donc je ne veux pas opposer la fin du monde avec la fin du mois. On doit être capable de faire les deux, et pour faire les deux, il faut commencer par être intelligent. Je vous donne un exemple. Là, je profite d'un exemple. Les DPE, qui concernent aujourd'hui tout le monde. Les diagnostics... Voilà, d'énergie pour le logement, etc., avec les logements qui sont classés G. Bon. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, l'électricité en France, elle fait de la radioactivité parce qu'elle est nucléaire, mais globalement, elle n'émet pas de CO2, puisqu'elle est soit nucléaire, soit hydroélectrique à 95%. Donc globalement, l'une des électricités les plus décarbonées au monde et en Europe, c'est l'électricité française. Il y a d'autres risques avec le nucléaire, c'est pas le sujet, on est d'accord. Mais elle ne fait pas de carbone. Donc, fort de ça, on devrait dire, pour décarboner l'énergie, pour décarboner le logement, par exemple, électrifions le logement comme on veut électrifier la voiture. Ça serait logique. C'est pas ce qu'on fait. Dans les DPE, vous avez un coefficient qui vient défavoriser tous les radiateurs électriques, 2,3. C'est-à-dire que quand vous avez un radiateur électrique
1 kWh consommé dans le DPE, en réalité, il est compté pour 2,3 kWh consommés, alors que le gaz, une chaudière gaz qui émet du CO2 ou une chaudière fuel qui émet du CO2 est compté à 1 pour 1. Donc aujourd'hui, on pénalise la seule source de chauffage décarboné dans les logements pour favoriser les sources de chauffage carboné. C'est du délire absolu et on force les gens à faire des travaux qui ne sont pas utiles. Il suffirait juste de changer les chaudières et les radiateurs et mettre des radiateurs électriques dernière génération, même pas besoin de pompe à chaleur, etc., etc. Et vous avez décarboné le chauffage du logement. Ouais, donc ce que vous dites en fait, et on en revient effectivement à la boucle. Donc il faut avoir des politiques intelligentes. En fait, absolument. Que notamment en France, on n'arrive pas à prendre de décision très rapidement. À finir sur ça, Charles. On va parler marché financier. Il y a un auteur connu qui s'appelle Robert Kiyosaki qui estime, qui modélise, qui probabilise bien que le vent de panique que les marchés financiers ont connu au début de semaine va se prolonger, voire il anticipe même un crack pour février. Si vous mettez bout à bout toute l'actualité, votre sentiment, vos convictions, est-ce que ça a du sens? Alors, c'est pas une question de conviction, c'est une question analytique. Ce que j'ai essayé de partager avec vous, avec tous ceux qui nous écoutent, c'est un immense basculement qui est à l'œuvre, avec une stratégie cohérente qui est mise en place par l'administration Trump. Et cette stratégie cohérente, c'est une stratégie de relocalisation, de fin de mondialisation. Et donc, ça va avoir des effets considérables. On n'a pas parlé du Doge, par exemple, avec Musk, la réduction des dépenses publiques, qui, elle, va avoir un effet considérable en effet miroir sur la réduction menée aux États-Unis, l'incapacité européenne à maîtriser la dette, et donc vous allez avoir des effets sur les marchés obligataires et sur les marchés de taux. De la même manière, à partir du moment où vous changez les règles du jeu de l'économie mondiale, vous changez les valorisations des actions. C'est-à-dire que les marchés vont devoir se réajuster et trouver les nouvelles valorisations avec ces nouvelles règles du jeu. Donc ça, d'un point de vue analytique, c'est porteur évidemment de risques boursiers, de risques donc sur les marchés actions comme sur les marchés obligataires, parce qu'il va falloir que les marchés se réajustent à ce nouveau monde, à ces nouvelles règles, à ce nouveau fonctionnement. Et donc, quand on se réajuste, on se réajuste de manière plus ou moins violente. Je vous donne un exemple. Tout ce qui gagne beaucoup d'argent est très fortement valorisé parce que c'est basé sur... c'est basé par exemple sur des valeurs de la mondialisation qui produisent en Chine à pas cher pour vendre très, très cher en Occident. Est-ce que c'est des valeurs qui vont avoir le même potentiel dans le futur? C'est pas sûr. Et donc, ces valeurs-là risquent de se réajuster relativement fortement. Donc, est-ce qu'on va avoir un crack, comme le dit Kiyosaki? Je ne sais pas. Ce qui, en tout cas, d'un point de vue analytique, semblerait assez logique si, encore une fois, on tire la pelote, c'est de dire ces changements géopolitiques vont entraîner évidemment de nouvelles valorisations sur plusieurs classes d'actifs, notamment actions, obligations, et donc ça va entraîner à minima une augmentation de la volatilité de ces marchés, qui peut évidemment, dans des cas d'inquiétude un petit peu plus importants, nous donner des corrections brutales. Voilà, 20%, 30%, sur des marchés qui sont très hauts, c'est loin d'être la fin du monde. On pourrait parler de simple respiration, mais du coup, par la force des choses, il y a aussi des marchés qui vont profiter des secteurs d'activité. On peut penser à l'énergie américaine, par exemple. On peut penser à l'énergie américaine, enfin à l'énergie fossile tout court, de manière générale. Pétrolière et parapétrolière américaine. C'est ça, mais même européenne aussi, parce que le marché de publication hier. Absolument, le marché de l'énergie, il est mondial, et le marché pétrolier, il est mondial, et ce besoin d'énergie est mondial. Et si on regarde aujourd'hui les émissions de particules fines, vous avez un site qui s'appelle Prévert, où vous avez la météo de la qualité de l'air. C'est pas le critère 3 de Madame Michu qui interdit de circuler dans les villes qui aujourd'hui pose problème. C'est plutôt toutes les centrales à charbon allemandes. Regardez la qualité des particules fines, c'est rouge au-dessus de l'Allemagne, et dès qu'il y a un petit retour d'Est, évidemment, ça pollue terriblement notre pays. Donc, voilà.
On a intérêt, en énergie fossile par exemple, on aurait intérêt à refaire tourner des centrales au gaz en Allemagne, si on voulait prendre soin de la planète, plutôt que du charbon, ou même faire tourner des centrales au pétrole. Ok, écoutez Charles, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. C'est suffisamment rare pour que vous soyez sur notre plateau pour le souligner. Je vous remercie beaucoup d'être venu jusqu'à nous. Charles, vous êtes donc éditorialiste, économiste, vous pilotez le site internet insolenciae.com et avec nous donc régulièrement pour commenter l'actualité. L'actualité de ces derniers jours, c'est évidemment l'arrivée et les premières décisions de Donald Trump. Merci beaucoup Charles. À très bientôt. On marque une courte page de publicité de notre côté. On se retrouve juste après pour la suite et la fin de cette édition. À tout de suite.